Très bien, et justement, on va l'aborder, cette deuxième partie sur comment construire mieux et où. On a mené pour Figaro Immoneuf et Figaro Immobilier un observatoire sur le logement neuf, le logement de demain, un observatoire qui s'appuie sur plus de 1500 répondants, et c'est Mélanie Montaldo, chef de marché, qui va nous en parler. Bonjour à tous, je vais vous présenter les résultats de notre observatoire sur la ville de demain. Nous avons réalisé un sondage auprès de 1763 personnes que nous avons redressées sur des critères de représentativité. Cette enquête avait pour but de comprendre les aspirations des Français pour la ville de demain. Premier point, et pas des moindres, 77% des répondants estiment que l'accès au logement n'est pas facile en France. Et sur la priorité du logement neuf, les répondants sont unanimes. Il faut réhabiliter le parc existant plutôt que de construire. En termes d'attente de la politique du logement, les trois grands piliers qui ressortent sont encadrer le coût du logement, imposer des normes environnementales et imposer des normes de qualité. Ces enjeux ressortent bien devant l'encadrement des loyers ou encore la mise en place de nouveaux dispositifs fiscaux. Concernant l'environnement de vie idéal, nos répondants sont sans appel. Ils veulent résider dans un environnement vert et dynamique avec des commerces de proximité et proches des services publics. Ils avaient aussi la possibilité de rajouter des mentions où a été confirmée l'importance du vert, avec des exemples concrets comme la végétalisation de l'espace urbain, mais aussi sont ressortis le besoin de sécurité et des références à la mobilité, donc voitures, parking ou encore pistes cyclables. Cet environnement de vie devra donc répondre aux aspirations écologiques sans contraindre les besoins quotidiens de déplacement ou d'emplettes. Pour le logement de demain, c'est le confort et les espaces extérieurs qui sont d'abord attendus. Côté mention supplémentaire, on retrouve une nouvelle fois le parking, le calme, mais aussi les espaces partagés. L'idéal, c'est donc d'avoir sa petite bulle avec des différents espaces extérieurs sans être pour autant coupé de son environnement ou voisinage. On a voulu en savoir plus sur les personnes ayant un projet immobilier dans le neuf, et il s'avère que c'était le cas pour 24% de notre panel. Lorsqu'on leur a demandé quelles étaient leurs attentes vis-à-vis des promoteurs, il est très clair que la priorité, c'est le métier premier, bien avant des services annexes par exemple. En fait, ce qu'ils recherchent principalement, c'est un service de construction de logement clé en main, avec un suivi important, et ce, même post-livraison. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée. Et voilà beaucoup d'enseignements très intéressants. Tout d'abord, le respect des délais pour les promoteurs. Alors, le respect des délais, c'est une évidence ou pas? Pour nous, une évidence, puisque la productivité de notre métier est évidemment très directement liée au respect des délais de livraison. À vrai dire, la situation dans laquelle on est aujourd'hui n'est pas exagérément favorable, puisque nous avons d'abord eu la crise sanitaire qui a arrêté les chantiers pendant un certain temps, et nous sommes confrontés à des problèmes d'approvisionnement qui parfois rendent impossible la livraison de programmes dans la toute dernière phase, c'est-à-dire celle dans laquelle on va remettre les clés, mais où des finitions ne sont pas arrivées parce qu'il manque tel ou tel composant ou telle finition. Et donc, je crois qu'il faut bien que nos acquéreurs aient en tête que nous poursuivons le même combat que le leur, et que la seule chose que l'on peut faire quand on traverse des difficultés, c'est être transparent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas repousser de semaine en semaine la livraison d'un chantier sans donner une échéance en disant voilà, on mettra un mois de plus. Mais malheureusement, les promoteurs sont aussi gênés que les acquéreurs lorsque les délais ne sont pas respectés. Nordine Hachemi, sur à la fois aussi les attentes sur le suivi de l'avancée du chantier, sur le suivi post-livraison, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre profession? On se doit d'être très exigeant vis-à-vis de nos clients, pour nos clients, et on a mis en place beaucoup de procédures pour améliorer cette performance vis-à-vis de nos clients. Alors les délais, Eric l'a dit, on est parfois victime de phénomènes extérieurs qu'on ne maîtrise pas, mais on est tout à fait conscient des conséquences que ça peut représenter pour le quotidien de nos clients. On a en place tout un suivi de chantier où on implique nos clients sur des visites après cloison. Et puis on est allé assez loin puisqu'on a mis une partie de la rémunération de nos collaborateurs, et c'est totalement transparent, comme on est coté en bourse, c'est totalement lisible, sur un certain nombre de paramètres, de mesures de satisfaction client, qui comprend bien évidemment les délais, la qualité, etc. Et quand les critères ne sont pas atteints, la rémunération des collaborateurs
en est impacté. Et ça, c'est pour montrer, et pas simplement une démonstration, mais aussi pour bien rappeler en interne l'importance du respect de ces critères de qualité. Très bien. Christine Lecomte, on a vu dans l'Observatoire l'environnement idéal, une volonté d'habiter dans une ville plutôt verte et dynamique, un environnement sain et vert à 74%, des commerces de proximité ensuite à 70%, proximité avec les écoles et les hôpitaux. Voilà pour le panorama. Est-ce que ça vous surprend ou pas du tout? Ou c'est dans l'air du temps? Non, ça me surprend pas, mais par contre, ça montre une forte volonté et aspiration à avoir l'ensemble des usages qui composent la ville, en fait, hein, globalement. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment toujours ça. On a eu cet urbanisme un peu de zoning qui a fait qu'on était plutôt sur des espaces très monofonctionnels. Donc, la zone pavillonnaire d'un côté, la zone commerciale de l'autre, etc., etc. Et typiquement sur le logement, on a eu tendance à séparer d'un côté la maison individuelle qui aurait apporté le calme, le confort et la relation avec la nature, à du logement collectif qui lui apporterait la proximité avec les services, mais pas le reste. Et donc, en fait, aujourd'hui, la véritable interrogation et question, mais que on sait résoudre puisque c'est le métier d'architecte de concevoir des typologies urbaines un peu plus larges que d'un côté la maison, de l'autre côté le logement collectif, on va dire un peu basique. Il y a vraiment un pléthore de solutions qui existent déjà, qu'il faut remettre au goût du jour. Ça peut être la maison en bande, la maison de ville, l'habitat intermédiaire, les petits immeubles, les îlots avec à l'intérieur des jardins qu'on pourrait se partager. Et tout ça nous pousse vers quelque chose qui serait de passer d'un urbanisme extrêmement individuel, qui finalement est pas tellement à l'image de ce qu'on pourrait attendre de la ville, comme finalement spatialisation de la démocratie, mais plutôt vers une ville du partage, en se questionnant sur qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on mutualise, et finalement, qu'est-ce qu'on a besoin en termes d'intimité et d'habitabilité de notre espace de vie personnel pour être bien en société. Et ça répondra aux critères de sécurité, ça répond à énormément de choses, mais on a finalement quand même des usages qui sont assez cohérents, hein. Un peu de calme, du confort, de la proximité avec des services, la nature. Voilà, je pense que ça nous demande, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être un effort de dépasser cette ville facile pour aller vers une ville qui sera peut-être un petit peu plus compliquée à fabriquer, qui va demander plus d'ingénierie, et ça c'est important à entendre, notamment aussi, parce que alors là je rejoins à 100% Jean-Christophe Vizier sur la question de la réhabilitation et de la réparation, notamment parce qu'aujourd'hui, l'acte le plus important, c'est de repartir de l'existant, du déjà là, et ça tombe bien parce que ça va nous permettre de plus standardiser et de faire des choses qui configurent et qui donnent à un lieu une atmosphère. Et souvent, c'est ça qu'on veut dans un lieu, c'est avoir quelque chose qui soit un peu unique, une lumière qui tombe au bon endroit, la belle vue. Et ça, en fait, c'est fabriquer la ville, c'est aussi faire acte d'architecture. Et donc, à partir du moment où on va partir de cet existant, on va pouvoir réimaginer, réhabiliter, rénover, recréer. On peut faire plein de mots à partir de ça. Et l'objectif, c'est quand même à terme de créer une ville dans laquelle on est bien. Et ça, typiquement, je pense que on a quand même à faire un saut qui va être compliqué parce que effectivement les bilans économiques des opérations sont pas du tout les mêmes pour les promoteurs. Certains commencent à réhabiliter, mais moi je pense qu'il va falloir vraiment passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire travailler sur des diagnostics en amont, ça veut dire accepter peut-être que ça soit plus d'ingénierie, ça veut dire aussi peut-être laisser les architectes sur le chantier pour leur permettre de suivre massivement les transformations, et on sait que notamment dans la réhabilitation, on conçoit encore quand on est sur le chantier. Et puis mine de rien, moi je retiens quand même quelque chose, c'est le post-livraison. C'est-à-dire que typiquement aujourd'hui, on peut pas s'arrêter à des bâtiments neufs qui, au bout de 10 ans et la garantie décennale, seraient en obsolescence programmée et retomberait finalement dans une espèce de progressivement copropriété dégradée. Et donc ça, c'est un schéma qui est totalement impossible et dont il faut qu'on sorte. Il faut de la qualité et pouvoir accompagner longtemps ses clients, donc être sûr que ce qu'on livre offre des garanties suffisantes.
Jean-Christophe Vizier, revoir justement, Christine Lecomte l'évoquait, la qualité, construire des logements avec davantage d'espace extérieur, intérieur, bon, tout ça, ça va dans le bon sens. Ça a été une volonté quand vous avez mené cette démarche prospective avec les différents acteurs de l'immobilier, de la construction? Quand on a mené cette démarche, on a essayé de faire un tour d'horizon des enjeux qu'il y avait. Alors on a commencé par ce qu'il y avait dans le contexte, j'en ai parlé tout à l'heure avec la démographie, le numérique, etc. On a regardé ce qui se passait au niveau de la demande. Qu'est-ce que les gens veulent, ce que vous décrivez dans votre enquête, cette envie de verre, d'espace extérieur, de ville dynamique, etc. Vous voyez sur le schéma que vous montrez. Ce sont les 22 indicateurs, c'est voilà, c'est très large. Donc on pourra retrouver sur l'article en ligne. Oui. Donc le contexte, la demande, l'offre, que peuvent faire les promoteurs, comment on gère les bâtiments existants, quels services on veut avoir, et puis les politiques qui se mettent en œuvre sur les différents sujets, qu'on parle de zéro artificialisation nette ou autre. Le problème, c'est que quand vous associez tout ça, vous arrivez à une liste de courses qui est absolument phénoménale. Et on ne peut pas tout faire en même temps. On veut plein de choses, et la question, c'est de se dire comment on se redonne des espaces de liberté en ne mettant pas les choses les unes à côté des autres, sans discussion, sans essayer de trouver de solutions intelligentes ensemble. Vous disiez tout à l'heure que dans les projets urbains, de plus en plus, vous travaillez avec les futurs occupants pour discuter, négocier, arriver à faire émerger des voies de sortie. Et il nous semble que suivant les compromis qu'on va trouver ensemble sur ces différents sujets, on va pouvoir trouver des orientations qui ont du sens. En revanche, ce qui apparaît clé, et c'est le nom d'un des scénarios qu'on a inventé, c'est qu'il est difficile de tout faire à la fois. Si on se dit qu'on veut tout sans le repenser un peu, à ce moment-là, on n'y arrive pas. Je vais vous donner un exemple tout bête, très très concret. On voit qu'en ville, on a de plus en plus dans la ville dense de parkings souterrains qui sont vides. Et puis d'un autre côté, on a besoin d'espace pour la logistique urbaine. Si vous regardez ces deux morceaux de manière séparée, vous vous dites, on ne va pas y arriver, j'ai pas d'espace pour ma logistique urbaine, et puis j'ai ces parkings qui sont vides. Si vous les rapprochez, vous vous rendez compte que vous avez des grosses difficultés. Typiquement, les hauteurs des parkings ne sont pas les hauteurs standards pour la logistique urbaine. Mais si vous travaillez le sujet, j'entendais Jonathan Seban de la Sogaris qui expliquait ça, on peut trouver des compromis qui permettent ici de trouver une solution qui associe les deux. Je pense que l'enjeu qu'on a maintenant, c'est d'essayer de trouver ces compromis et que suivant les compromis qu'on trouvera, on aura différentes orientations pour le secteur de la ville, avec des orientations qui peuvent être collectivement plus attirantes et puis d'autres qui sont plutôt repoussantes.